Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. On revient ce matin sur les directives du président de la République au gouvernement lors du Conseil des ministres qu'il a présidé hier, notamment la remise en service avant fin mars 2025 de la cimenterie d'Adrar, l'augmentation de la bourse des étudiants et la préservation du pouvoir d'achat des citoyens en matière de consommation de l'énergie. Suite au décès de 3 militaires dans l'accomplissement de leur devoir national à Intmouchent, le président de la République présente ses sincères condoléances aux familles des vaillants martyrs de l'armée nationale populaire. « 69e anniversaire de la création de l'UGTA et du 54e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. À cette occasion, le Premier ministre entame une visite de travail à Hassim Saoud pour présider la cérémonie de célébration. On revient ce matin dans un reportage sur cette étape charnière dans l'histoire du pays. Les rues de plusieurs villes marocaines étaient hier le théâtre d'imposantes marches, une nouvelle escalade dans la contestation sociale contre la flambée des prix et la normalisation avec l'entité sioniste. Plus que quelques jours nous séparent du mois sacré de Ramadan. Pour certaines familles, tout est déjà en place pour accueillir le mois, alors que d'autres attendent la veille ou le jour J pour faire leurs emplettes. Un reportage à suivre dans cette édition. Et pour s'amuser en famille, le parc d'attractions de Msila est devenu une véritable bouffée d'oxygène pour les habitants de la région, avec plus de 60 attractions, dont certaines sont inédites en Afrique du Nord, à découvrir dans ce journal. Bienvenue à tous. Nous entamons notre journal avec la réunion du Conseil des ministres présidée hier par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune. Une réunion lors de laquelle le président de la République enjoint au ministre de l'Industrie d'accélérer la mise en service de plusieurs projets industriels comme la cimenterie d'Adrar. Il a par ailleurs donné son accord de principe pour l'augmentation de la bourse des étudiants et de préserver le pouvoir d'achat des citoyens en matière de consommation de l'énergie. Plus de précisions avec Majda Tahmouna. Après avoir écouté les exposés et les interventions des ministres, le président de la République a instruit d'accélérer la remise en service de la cimenterie d'Adrar avant fin mars 2025, en raison de son impact sur l'emploi et la production nationale. Il a aussi exigé l'achèvement des préparatifs pour le lancement de la cimenterie de Djelfa et la mise en service de l'usine de trituration des graines oléagineuses de Kotama à Djidjel avant fin mai. Concernant la bourse des étudiants universitaires, le chef de l'État a donné son accord de principe pour son augmentation en attendant la prochaine réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, qui a par ailleurs insisté sur la nécessité de rationaliser la consommation énergétique en augmentant la production, il a appelé à un nouveau mode de régulation basé sur des études approfondies pour optimiser l'exploitation de l'énergie au service du développement industriel. Il a également mis l'accent sur l'investissement dans les énergies renouvelables, notamment l'hydrogène vert et le solaire. Le président Tebboune a également ordonné de concevoir une vision globale à court, à moyen et à long terme basée sur une approche scientifique. Objectif, préserver le pouvoir d'achat des citoyens en renforçant les investissements et en luttant contre toute forme de gaspillage. Concernant l'état d'avancement du programme de généralisation du réseau de fibre optique, le chef de l'État a insisté sur la poursuite des investissements et l'amélioration de la qualité, d'autant que l'Algérie produit désormais ses propres fibres optiques et couvre l'ensemble de ses besoins. Concernant l'état d'avancement de la mise en œuvre de la feuille de route visant à réduire les délais d'attente des navires en rade et de traitement des marchandises à l'importation, le président de la République a donné des directives pour l'adoption de nouveaux moyens de contrôle afin de protéger ces infrastructures vitales et de leur permettre de retrouver leur rôle important dans le développement de l'économie nationale.
Suite au décès de 3 militaires dans l'accomplissement de leur devoir national à Ain el-Arbah, à Ain Mouchent, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présente ses sincères condoléances aux familles des vaillants martyrs de l'armée nationale populaire, à savoir l'adjudant Bedouel Abdelkader, le sergent-chef Jarour Sharaf et le sergent Jaha Burhan de la gendarmerie nationale, les assurant de sa profonde compassion en cette douloureuse épreuve. Le président de la République prie Allah Tout-Puissant d'accueillir les défunts en son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à leurs familles. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Les 3 militaires sont décédés suite aux sévères conditions climatiques et aux pluies torrentielles enregistrées dans la wilaya de Ain Mouchent après avoir été emportés par les crues de Oued el-Abebsa alors qu'ils effectuaient une patrouille au niveau de la route nationale numéro 101. En cette douloureuse épreuve, le général d'armée Saïd Chenkreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présentant son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP, ses sincères condoléances et fait part de sa profonde compassion aux familles et proches des défunts, priant Allah le Tout-Puissant de leur accorder sa sainte miséricorde et les accueillir en son vaste paradis et d'octroyer à leurs familles et proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. L'actualité marquée ce lundi par la célébration du 69e anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens et du 54e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. À cette occasion, le Premier ministre Nadir El-Arbaoui entame aujourd'hui une visite de travail dans la ville de Hassim Saoud, chargée par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour présider la cérémonie de célébration coïncidant avec le 24 février de chaque année. Le Premier ministre sera accompagné lors de cette visite du ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Faisal Ben Taleb, et du secrétaire général de l'UGTA, Ahmar Takjout. La nationalisation des hydrocarbures, une étape charnière dans l'histoire du pays grâce à la détermination des dirigeants et l'engagement sans faille des travailleurs. Ce défi a été relevé permettant à l'Algérie de devenir plus forte. L'Algérie est aujourd'hui classée comme le premier exportateur de gaz en Afrique et le 7e dans le monde. Évocation avec Yasmin Chouir. Le 24 février 1971, l'Algérie fait un choix historique, nationaliser ses ressources en hydrocarbures. Un acte de souveraineté audacieux qui marque un tournant dans l'histoire économique du pays. Après des décennies de domination coloniale et étrangère, la nationalisation des hydrocarbures devient un symbole de l'indépendance algérienne, non seulement sur le plan politique, mais aussi économique. En 1956, la découverte de gisements de pétrole dans le sud algérien marque le début d'une exploitation accrue des ressources naturelles, principalement par des compagnies étrangères. Et bien que l'Algérie soit riche en pétrole et en gaz, les profits générés par cette exploitation étaient principalement envoyés à l'étranger. Cette domination étrangère du secteur énergétique est l'un des principaux héritages coloniaux que l'Algérie doit affronter après son indépendance. Les premières démarches visent à la renégociation des contrats d'exploitation des compagnies étrangères, obtenant une part plus équitable des profits issus de l'hydrocarbure. Cependant, ces tentatives restent insuffisantes. L'Algérie se trouve encore prisonnière d'un système dans lequel les grandes compagnies internationales gardent le contrôle des technologies et des infrastructures. C'est ainsi que le 24 février 1971, l'Algérie fait ce pas décisif, la nationalisation des hydrocarbures. Le gouvernement algérien annonce la prise en charge de toutes les infrastructures pétrolières et gazières du pays, y compris les puits de pétrole, les pipelines et les raffineries. La nationalisation des hydrocarbures s'avère un succès à long terme. Sur le plan économique, l'Algérie commence à récolter les fruits de sa décision et en profite pour financer son programme de développement national. Le pays lance d'importants projets industriels, comme la construction de routes, de logements et d'usines. Le revenu du pétrole permet également à l'Algérie de maintenir une politique de subvention de l'investissement public dans l'éducation et la santé. La nationalisation des hydrocarbures en Algérie fut un choix stratégique qui a permis au pays de récupérer sa souveraineté économique et d'amorcer son développement. Cette décision a fait de l'Algérie un acteur central dans le secteur énergétique mondial, tout en ouvrant la voie à une diversification économique et à des avancées sociales.
Coopération, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Mered, entame aujourd'hui une visite officielle en Espagne sur invitation de son homologue espagnol, Fernando Grande Marlaska. Il est accompagné du directeur général de la Sûreté nationale et du directeur général de la Protection civile. Cette visite de 2 jours permettra aux 2 parties de discuter des dossiers de coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun. L'actualité à l'étranger, d'abord en France, où la colère des membres de la coordination rurale monte au créneau, car bloqués par les CRS à l'entrée du salon de l'agriculture après plus d'1 an, des manifestations historiques des agriculteurs qui avaient paralysé le pays. Le ton est toujours le même. Ces 8 jours de salon permettront donc de prendre le pouls d'un secteur qui reste toujours perturbé, notamment par le désarroi des agriculteurs accablés par le poids des charges économiques et bureaucratiques. Yemina Saïdi. Le secteur agricole en France reste otage des fluctuations politiques, son sort suspendu aux remaniements ministériels successifs et aux ambitions et intérêts de l'extrême droite. Les agriculteurs sont tiraillés, voire instrumentalisés par différentes parties sans que personne ne leur apporte de véritables solutions. On est toujours en crise parce qu'on a eu un certain nombre de difficultés à concrétiser ce qui nous avait été promis. Je pense à la dissolution, je pense à la motion de censure. Et donc tout ça a pris beaucoup de retard pour arriver dans les cours de ferme et donc il y a encore beaucoup de tensions chez les agriculteurs. C'est dans ce climat tendu que se tient le Salon de l'agriculture de Paris. L'événement affiche une vitrine éclatante, tentant d'occulter le grand désarroi des agriculteurs. Accablés par le poids des charges économiques et bureaucratiques, à ce jour, la voix des paysans reste étouffée, révélant un mépris criant pour leur concrétisation. On ne fait rien pour les agriculteurs. Les seules choses qu'on peut faire, c'est mettre des moyens en face des agriculteurs. Mais vous avez vu les sommes dépensées pour encercler le salon d'agriculture. On aurait sauvé combien d'agriculteurs? Moi, j'ai honte pour le pays. Vous voyez, parfois, je me dis, mais ceux qui nourrissent la France ne sont plus considérés. Nous, malheureusement, on peut se battre, on peut renverser tout le salon, mais ça va servir à quoi? Ça va servir à rien. Mais qu'on nous laisse travailler, c'est tout ce qu'on demande. On saisit les occasions de rappeler les fondamentaux au président de la République. Il se doit d'écouter les terriens que nous sommes et il se doit maintenant d'acter véritablement des choses. Parce que s'il ne le fait pas maintenant, on ne le croira plus jamais, jamais. Et les agriculteurs, quels qu'ils soient, ne le croiront plus. Mais les agriculteurs sont plus déterminés que jamais à se faire entendre coûte que coûte et ne comptent pas s'arrêter avant d'obtenir des réponses et des solutions concrètes, sans aucun compromis. Au Maroc, la colère ne faiblit pas. De Rabat à Marrakech en passant par plusieurs villes du pays, des manifestations éclatent quotidiennement pour dénoncer la vie chère et la normalisation des relations avec l'entité sioniste. Entre contestation sociale et tensions politiques, le fossé se creuse encore entre les décisions du pouvoir et les attentes des citoyens. Amira Sefta. Casablanca, Marrakech ou encore Rabat. Les rues de plusieurs villes marocaines étaient hier le théâtre d'imposantes marches. Une nouvelle escalade dans la contestation sociale contre la flambée des prix, le chômage et les restrictions des libertés syndicales. Des protestations successives où le peuple marocain a exprimé encore une fois son rejet de la visite des responsables sionistes au Maroc, refusant toute normalisation avec l'entité sioniste. Nous manifestons aujourd'hui à Marrakech pour condamner et dénoncer la visite du ministre sioniste. La société marocaine, y compris ici à Marrakech, rejette cette visite. Des rues marocaines en colère, aux scènes de démolition et d'expulsion, dépossédés de tout, les Marocains se retrouvent du jour au lendemain, plongés dans une souffrance insupportable, subissant les conséquences d'un système sans scrupules et arbitraire, les laissant livrés à eux-mêmes, sans protection ni espoir d'un lendemain meilleur. Nous vivons comme des réfugiés. Quand je regarde ma mère, je la vois dans un état déplorable. Nous en avons assez. Ils ont étudié le droit et ils l'utilisent à mauvais escient, bien évidemment contre nous. Mais nous aussi, nous connaissons nos droits. Nous devons nous protéger contre ces intrusions intempestives et sans autorisation dans nos propriétés. Que Dieu nous rende justice. Vous nous avez opprimés et chassés de chez nous. On nous a privés de tous nos droits en tant que citoyens.
Expulsés de force, des milliers de Marocains se retrouvent déracinés et forcés de subir le revers de la normalisation avec l'entité sioniste, en voyant se reproduire le sempiternel scénario de l'expansionnisme sioniste en Palestine occupée, dans leur propre pays. Et l'entité sioniste menace de reprendre les combats à tout moment dans la bande de Gaza, alors que le Hamas l'accuse de mettre en péril la trêve en bloquant la libération convenue de prisonniers palestiniens. Parallèlement à cela, l'entité sioniste a expulsé avec interdiction de rentrer chez eux quelques 40 000 Palestiniens habitant de 3 camps de réfugiés du nord de la Cisjordanie occupée, où son armée mène une vaste opération depuis un mois, une opération qui risque de se prolonger pour l'année à venir. Et à quelques jours seulement de Ramadan, les familles algériennes se préparent à accueillir ce mois sacré. Très nombreuses sont les femmes et mères de famille qui ont préparé à l'avance les ingrédients des repas qui garniront leur table de l'iftar. L'ambiance festive et chaleureuse est partout, dans laquelle notre reporter Raouf Hamouche nous propose et nous plonge à travers son reportage. Regardez. À l'approche du mois sacré, les Algériens sont nombreux à se ruer vers les marchés pour faire leurs achats. Entre les étals colorés de fruits frais et secs et ceux des légumes frais, ils ont l'embarras du choix. Mais beaucoup de consommateurs attendent la veille de Ramadan ou le jour J pour faire leurs emplettes. Moi, je prépare soit la veille, soit le jour même. Voilà, c'est les habitudes. Pas du tout. Parce que moi, j'attends avant une semaine. Là, je ferai, c'est-à-dire mes courses. À quoi bon de se précipiter? Donc, une fois par semaine, là, je peux faire c'est-à-dire mes courses durant le Ramadan. Les plus prévoyants s'y prennent à l'avance. Ils préfèrent s'approvisionner 15 à 20 jours avant le mois du jeûne pour éviter la foule et acheter moins cher. Certains viennent même de l'étranger pour acheter des produits connus pour leur qualité. Moi, je suis venue de France et pour voir la famille et pour faire un peu de courses. Pour le Ramadan, je prends des dattes, le manmezl shorba, je prends les briques pour les bourreks parce qu'ils sont mieux ici et des épices. Tous les ans, je viens en Algérie pour faire des courses. Il y a des dattes en France, mais je préfère celles d'Algérie. Tout frais. Et je prends quelques courses d'ici et je repars. Ramadan, c'est un mois et demi, ça y est, daraï, ridouillettes, marsoulines, tout est dans toutes les familles. Même à l'étranger, les Algériens. Moi, j'ai mon fils aux États-Unis qui roule dire Ramadan ando. Pois chiches, lentilles et semoule sont certes les incontournables de Ramadan, mais ce sont les dattes qui sont les vedettes du mois béni, car elles sont essentielles à la rupture du jeûne. Les familles préfèrent acheter les dattes à l'avance car elles ont la possibilité de les stocker, éviter la flambée des prix de cet aliment incontournable pour l'iftar. Qu'elles s'y prennent à l'avance ou à temps, les familles espèrent toutes accueillir Ramadan dans les meilleures conditions et se consacrer pleinement à l'aspect spirituel de ce mois sacré. On termine le journal avec une visite de l'un des meilleurs parcs d'attractions à faire en famille, celui de Msila, lieu idéal pour s'amuser. Il est devenu, depuis son ouverture en décembre dernier, une véritable bouffée d'oxygène pour les habitants de la ville qui découvrent émerveillés les 60 attractions du parc, dont certaines sont inédites en Afrique du Nord. C'est un reportage de Majda Djahmouna. Ce parc d'attractions, ouvert en décembre dernier, est une véritable bouffée d'oxygène pour les habitants de la wilaya de Msila et en particulier les enfants. J'ai trop aimé et je souhaite revenir. J'ai adoré toutes les attractions. Tout est vraiment beau. Les familles en quête de divertissement s'y rendent pour passer de bons moments, comblant ainsi un vide longtemps ressenti dans la région. Nous sommes venus changer d'air et nous amuser avec nos enfants. Ce parc est ce qui nous manquait ici à Msila. C'est vraiment beau ici. On avait vraiment besoin de centres de loisirs car avant on n'avait pas où emmener nos enfants pour jouer. Maintenant on passe de très bons moments en famille. C'est vraiment super, les enfants se font des souvenirs inoubliables. Nous espérons concrétiser d'autres projets bénéfiques comme celui-là dans le futur.
Plus de 60 attractions pour grands et petits sont proposées aux visiteurs, dont certaines sont inédites en Afrique du Nord. Nous avons voulu apporter une valeur ajoutée pour la wilaya de Msila et les wilayas voisines avec cette idée. Et en 3 ans, nous avons pu la concrétiser. Nous avons 2 espaces distincts, une salle de jeu climatisée avec des attractions modernes et des jeux vidéo de dernière génération. Et un hypermarché au prix compétitif. Le projet ne s'arrête pas là. Un centre commercial mitoyen au parc ouvrira ses portes bientôt, offrant de nouvelles opportunités économiques pour la région. Le centre commercial ouvrira ses portes dans 5 mois. Il compte 86 magasins. Alhamdoulilah, nous avons bénéficié de toutes les facilitations administratives pour mener à bien ce projet. Nous sommes sur la bonne voie avec les décisions du président de la République et notre but est de servir notre pays. Les visiteurs pourront faire leur shopping ici et offrir aux enfants une expérience unique. Et pour faciliter l'accès au parc, qui se trouve à environ 3 km de la ville de Msila, une ligne de transport en commun a été créée avec des bus flambant neufs. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.